Absolutely Talks, empowering talent for global careers. Brought to you by Absolutely French, presented by Armel Pervin. Bienvenue dans Absolutely Talks, pardon. C'est le 20e épisode aujourd'hui et je suis ravie d'accueillir Aline Brisset qui est avec nous, qui travaille chez Saint-Gobain. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous donner quelques chiffres sur l'expatriation. Il y a 75% des conjoints qui disent que leur carrière est un facteur clé dans la décision de partir. Donc, c'est même avant de partir. Et donc, cette problématique du conjoint devient un vrai sujet de plus en plus par rapport à il y a 10 ans. Et on a 80% des échecs d'expatriation dus à la non-intégration du conjoint. Voilà. Et donc, Absolutely French, l'intégration est notre travail, c'est notre métier. Et on fait ça depuis 12 ans à Paris et on ouvre à New York en septembre 2026. Je suis ravie d'accueillir Aline qui va pouvoir nous partager beaucoup de choses parce que Aline s'occupe de la mobilité internationale chez Saint-Gobain, mais a été également expatriée et c'est là que ça m'intéressait beaucoup de pouvoir en discuter. Alors, Aline, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Armel, Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, comme tu l'as dit, j'ai été expatriée. Disons que je suis d'abord partie toute seule à l'étranger en tout début de ma vingtaine, vers le UK. Et puis, petit chemin faisant, au bout de quelques années, j'ai pris une mission depuis le UK vers la Chine, pour 2 ans en Chine, dans le sud-ouest de la Chine. Et au retour en Europe, je me suis installée en Allemagne. Et avec mon conjoint d'Allemagne, on est revenu vers la France. Donc, j'ai fait un tour complet qui m'a ramené en France 15 ans après, avec de nombreuses péripéties. Et c'est à la suite de toute cette expérience internationale que je me suis repositionnée en termes de carrière pour faire valoir cette expérience en tant que responsable mobilité internationale. Donc, c'était pas ton métier au départ? Pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui a fait que ça a tout d'un coup bifurqué? Oui, tout à fait. Alors avant, en France, j'étais assistante de direction. Puis quand je suis partie en Angleterre, pour le coup, je suis devenue assistante de direction bilingue, en faisant valoir mon français comme une langue étrangère là-bas. Je suis restée en Angleterre de nombreuses années avec une progression professionnelle, toujours en tant qu'assistante de direction, mais de service, puis de direction de plusieurs directeurs, puis d'un directeur général. Donc, on a vu une progression. Et ma carrière au Royaume-Uni s'est arrêtée de manière assez abrupte en 2001. Parce qu'il y a eu des grosses vagues de licenciements à Londres, dans la City notamment. Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de moi? Et je suis partie donc en Chine avec un programme gouvernemental de développement, pas d'humanitaire, de développement, géré par le gouvernement britannique. Et donc en Chine, j'étais sur un développement de l'anglais. Donc j'avais dans mon bagage, dans mon cursus en France, fait une université en anglais, un cursus d'anglais, pardon, à l'université. Et du coup, je me suis formée au Royaume-Uni pour ajouter la compétence d'enseignement. Et c'est en tant qu'enseignante d'anglais que je suis partie en Chine et j'ai développé une section anglais et français. Forcément, ils ont sauté sur l'occasion de se dire il n'y a pas d'anglais. Donc, j'ai développé une section bilingue en Chine. Et quand je suis revenue en Europe, donc je suis allée m'installer en Allemagne, il y avait mon chéri, qui est français, qui avait été expatrié par son entreprise vers l'Allemagne. Donc quand je suis revenue en Europe, j'avais un petit peu le choix de me dire je retourne à Londres ou je m'installe en France ou finalement je vais en Allemagne puisque je parle allemand et puis on verra. Et donc, je me suis installée en Allemagne et là, je suis redevenue assistante de direction parce que c'était vraiment le métier que j'avais avant. Et j'avais bien conscience enseigner l'anglais ou le français, j'avais quand même eu le meilleur du meilleur quand j'étais en Chine et c'était pas évident de se repositionner
en Allemagne ou ailleurs. Donc, je me suis dit, je me reviens sur ce que je connais, mais du coup, je suis devenue Je suis désolée, qu'est-ce que tu veux dire par le meilleur du meilleur pour toi? Pourquoi c'était le meilleur du meilleur? Parce que quand je suis arrivée en Chine, on était dans le début des années 2000, c'était de 2002 à 2004. J'avais des classes c'était des classes de jeunes adultes. Ils avaient à partir de 17 ans et ils se formaient pour devenir profs d'anglais. D'accord. C'était juste après l'équivalent du baccalauréat pour nous. Et en fait, j'avais pas de problème de discipline. J'avais pas de problème de parents sur le dos parce qu'ils étaient tous internes. J'avais pas de problème de téléphone portable parce qu'ils n'avaient pas encore les smartphones, donc c'était pas très utile les téléphones. Les journaux, c'est marrant parce que je ne savais pas que tu avais été prof d'anglais, parce que j'ai été prof d'anglais en Chine aussi. Oui. Et moi, j'avais des problèmes de discipline parce qu'ils lisaient le journal au fond de la classe. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Tu avais une vraie autorité naturelle. Je ne sais pas si j'avais une autorité ou si j'avais toujours le recours que je les envoie chez leur prof principal et ils rigolaient beaucoup moins que moi. Donc là où je pouvais être flexible et tolérante en cours, ils savaient que si je perdais patience, je pouvais les envoyer chez le prof principal et lui, il allait gérer ça à la chinoise. Donc j'ai pas eu ce genre de sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai bien pris conscience quand j'étais en Chine que n'ayant pas tous ces sujets qui existaient déjà en France pour les enseignants, je me suis dit, je crois pas, après avoir vu quelque chose d'aussi confortable, j'ai pas forcément envie de devenir enseignante en Europe où je vais pour la première fois devoir gérer ce genre de difficultés. Et donc, je suis revenue naturellement dans mon métier d'assistante de direction en Allemagne et pour le coup, je devenais trilingue puisque je parlais allemand avant de partir. Donc là, je l'ai carrément amélioré, mais j'arrivais surtout avec un super bagage d'anglais professionnel et de français professionnel. Donc pour les Allemands, j'étais complètement trilingue et j'ai passé quelques années, 4 années en Allemagne. Donc je suis devenue complètement trilingue professionnelle avec l'allemand également. Donc quand je suis revenue en France, au bout de ce périple de 15 ans, je parlais couramment les 3 langues professionnellement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a appris sur l'adaptabilité? Et je dirais pas que l'adaptabilité, je dirais l'intégration également. Qu'est-ce que tu as appris en vivant ces expériences dans divers pays? J'ai appris au fur et à mesure. Quand je suis partie au UK, j'étais toute jeune et je ne connaissais que la France et le schéma français, le système français. Donc j'ai d'abord découvert en Angleterre que on peut faire les mêmes choses différemment. Donc là, j'ai découvert que il n'y a pas que la méthode française pour faire quelque chose correctement. Donc c'était une grande révélation pour moi. Donc je me suis adaptée petit à petit. Alors, avec le recul, je me dis, heureusement que j'ai commencé par le UK. Parce que c'est pas très compliqué du fait que la société britannique, elle est quand même basée sur la flexibilité et le pragmatisme. Donc, on peut prendre des raccourcis au UK à partir du moment où ça marche. On n'est pas contraint par beaucoup de règles ou de structures rigides. Là où en France, on a des règles et on les contourne. Mais on sait qu'on contourne une règle. Au UK, il y avait moins de règles. Donc, avec le recul, les Français le savent. Oui, les Français le savent. Mais les étrangers ne le savent pas forcément. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai découvert que j'étais adaptable quand je suis allée au UK. Et ça, c'était une grande révélation. Quand je suis arrivée en Chine, je savais que j'étais adaptable. Donc ça, c'était déjà quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer. Là, j'ai découvert beaucoup plus la résilience. Parce que la Chine, c'est un pays compliqué. Autant au UK, je n'avais pas de support logistique, technique, administratif, parce que je suis partie par moi-même. Pour autant, en Chine, j'avais du support qui m'a beaucoup aidée, donc on va probablement en reparler. Mais heureusement que j'avais ce support, parce que c'est tellement compliqué de s'insérer en Chine, parce que tout est très nouveau, très différent. Bon, il y a la langue, ça, tout le monde se dit le chinois c'est difficile, mais c'est pas tellement la langue, c'est la manière de fonctionner de la société, des gens, les tabous, les choses qu'on ne peut pas aborder de manière directe parce que la Chine a un fonctionnement très implicite et beaucoup plus implicite que l'Angleterre où l'anglais est aussi une langue assez implicite. Enfin, vivre au UK, c'est assez implicite, mais on s'en sort. Avec la Chine, on nous dit quelque chose, mais ça veut dire autre chose. Et ça, si on décode pas, c'est... Donc là, j'ai appris à gérer tous les imprévus que j'avais pas vu venir, en fait. Et c'est surtout là que j'ai développé ma capacité de résilience et à gérer mes frustrations et à gérer aussi ce que moi, je vivais comme une intrusion
sur mon espace personnel, sur mon temps personnel. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de densité. Tout le monde voulait avoir un petit peu de moi, un petit peu de mon temps. Donc on m'appelait 10 minutes avant dîner en me disant « Ah, au fait, est-ce que tu viens dîner avec nous ?» Et j'ai vite découvert en fait que je pouvais pas dire non. Si je disais non, c'était un affront. Ça faisait comment dire? Il y avait un problème de garder la face pour la personne qui m'invitait. Donc j'ai réalisé rapidement qu'en fait, j'avais pas le choix et que tout arrivait dans mon agenda, malgré moi. Donc là, j'ai découvert cet aspect-là en Chine. En Allemagne, en revenant du coup en Europe, je me suis dit: «Ouf, il y aura moins d'intrusion sur mon espace», certes, mais là, j'ai découvert en Allemagne que oui, j'étais adaptable, je le savais. Oui, j'étais résiliente, j'en avais fait preuve pendant 2 ans en Chine, mais là, pour le coup, en Allemagne, j'ai fait face à autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est le côté très explicite. On Ouais. dit les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas d'émotion derrière, il faut pas en prendre ombrage, et là, ça a été quelque chose d'absolument nouveau pour moi. Donc j'ai construit toute cette adaptabilité, résilience, à force de plusieurs expériences complémentaires, finalement. Après, tu as donc suivi ton conjoint et tu es arrivé à Angers, il me semble, hein, c'est ça? Oui, Oui. c'est ça. Comment ça t'a permis et là, tu étais le conjoint? Mmh. Oui, c'est ça, hein? Encore quelque chose de nouveau. Comment tu as géré donc Angers est une petite, je ne veux pas dire petite, mais plus petite ville que Paris. Il y a forcément moins d'opportunités, d'emploi. Comment tu as géré cette situation? Effectivement, là, il y a eu de la frustration, au niveau de l'emploi, pas que. Quand je suis revenue en France, donc j'étais allée de Chine, j'étais allée directement en Allemagne rejoindre mon chéri, qui est devenu mon conjoint depuis et avec lequel je suis restée en Allemagne 4 ans, et du coup, je suis revenue en tant que conjointe en France. Lui, il était expatrié par son employeur, donc il avait un support administratif, comme on fait en tant que responsable mobilité internationale, et ce support était géré depuis la France. Quand il est revenu en France, donc avec moi, les personnes qui géraient sa mobilité se sont dit: «Bon, bah, voilà, on ramène un Français, il est parti de France il y a 4 ans, il revient en France, il connaît, donc rien à faire». De spécifique en termes de support, je veux dire, ils ont fait tout le reste Ouais. administrativement, hein, mais ils n'ont pas pris en compte, que en fait, revenir en France, c'est pas forcément facile, et moi, j'étais mal équipée pour l'aider parce que, bah, j'avais quitté la France il y a 15 ans. Donc en fait, il y avait eu un changement de monnaie, il y avait eu un changement au niveau de la sécurité sociale avec la carte vitale, avec beaucoup de choses qui se sont mises en place dont j'avais pas suivi les évolutions. Quand je suis revenue en France, lui, il était très occupé parce qu'il arrivait sur un poste qui était déjà vacant, donc il fallait tout de suite, faire preuve de toute son expertise et puis être à disposition de son Ouais, employeur. opérationnel tout de suite, ouais. Donc voilà, moi en tant que conjointe, je me suis retrouvée en backup, à gérer, tout l'administratif que finalement, personne ne m'attendait en France. Donc moi, j'ai découvert qu'il fallait que je me réaffilie à la sécurité sociale, personne me l'avait dit. Moi, je me suis dit: «Je suis française, donc je suis connue à la sécu». Sauf que j'avais pas réalisé qu'en 15 ans, mon numéro, il avait été rendu inactif dans une autre région. Donc là, j'arrive à la sécurité sociale, ils me disent: «Mais non, vous n'êtes pas connue, il faut qu'on transfère votre dossier». Et puis là, je dis: «Beh oui, mais je suis conjointe de monsieur untel». Et elle me dit: «Ah ben non, lui non plus, il s'est pas réaffilié, en fait». Donc là, je me suis dit: «Attendez, il paye des cotisations et ça tombe nulle part». «Ah si, ça tombe quelque part, mais pas dans notre département, c'est dans le département d'à côté». Donc là, parce qu'on avait changé de région, on est arrivé à Angers, mais Bien il n'était sûr. pas parti de Angers, lui. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire toute seule beaucoup d'administratifs que je ne maîtrisais pas. Je comprenais plus le système, en fait, quand je suis Bah, bien revenue en sûr, après France. 15 ans, c'est un nouveau pays, hein. Tout à fait. Donc là, j'ai compris, maintenant je l'analyse comme ça, forcément, mais je me dis la place du conjoint, elle est d'une part cruciale parce qu'il est l'huile dans les rouages. Pour que tout fonctionne, eh bien, c'est le conjoint qui, qui prend sur son temps, sur sa personne, qui absorbe les frustrations aussi. Et puis, c'est très peu valorisé finalement.
On est bien d'accord. Donc, une expérience C'est un peu pour ça que je me bats. intéressante. Mais c'est très important. Pour moi, je pense que des personnes de la mobilité internationale prennent conscience de ça, que la place du conjoint, pas que conjointe, est clé dans la réussite de l'expatriation, et pas que parce qu'elle elle a besoin de trouver sa place, mais aussi parce qu'elle gère effectivement le côté administratif, le côté logistique, mais le côté humain aussi. C'est aussi elle ou lui qui s'occupe des enfants, Tout à fait. qui va aller prendre les rendez-vous chez le médecin, qui va s'occuper d'aller voir les écoles, choisir les écoles. Enfin, il y a quand même tout. Et puis qui va tisser le lien social. Très souvent, c'est le conjoint aussi qui est en charge de ça. L'expat, il crée du lien avec ses collègues. Oui. Il est occupé toute la journée dans l'entreprise, donc Oui. lui, il a un lien social qui se crée naturellement autour dans les réunions, la machine à café, les déjeuners. Donc pour l'expat, il n'y a pas de trou qui se crée au moment de la mobilité. Non. Il arrive, pour les expatriés que je gère de Saint-Gobain, qui arrivent de Saint-Gobain étranger vers Saint-Gobain France, ils arrivent avec un poste. Probablement, ils connaissent déjà certains de leurs collègues de par des missions passées où ils se sont croisés en poste. Donc pour le salarié, il n'y a pas vraiment de trou. Par contre, le conjoint, il arrive dans un no man's land social, quelquefois no man's land linguistique, culturel, avec tout beaucoup de choses à prendre en charge, comme tu l'as dit tout à l'heure, les enfants, le médecin, tout ce qu'il y a à faire, et ça n'attend pas. Ils arrivent et ils sont à une semaine de la rentrée, et le conjoint, il faut déjà qu'il sache se repérer dans le métro, ne pas se perdre le jour de la rentrée. C'est énorme, c'est gigantesque ce que le conjoint doit absorber, et il faut qu'il soit préparé. Oui, complètement. Et moi, j'aurais tendance à dire, il faut que le conjoint soit préparé et qu'il soit solide. Parce que si le conjoint ne va pas bien, on va en reparler certainement tout à l'heure, mais si le conjoint va pas bien, les choses vont dérailler, et si les choses déraillent, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Et je pense que donc ton expérience, à mon avis, t'aide beaucoup dans la gestion des expatriés. Comment ça influence ta manière de les accompagner? Alors, mes 3 expériences ont été différentes. Mes expériences personnelles, je veux dire. Parce qu'au UK, je suis arrivée sans support. Donc je me suis rendu compte de ce que c'est que de s'installer tout seul dans un pays et de devoir courir les administrations les unes les autres, et puis commencer à comprendre le système. Après, quand je suis partie en Chine, pour le coup, là, j'avais du support. J'avais du support côté UK avec des process qui étaient déjà bien établis, bien robustes. Et ça, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est énorme d'avoir des process en termes d'administratif, de check-up médical, les vaccinations, les visas, la formation culturelle, la formation linguistique en chinois qui était déjà préorganisée. Je savais quand est-ce que ça allait avoir lieu, avec qui, à quel moment. Et puis après, il faisait un suivi, une fois que j'étais partie en Chine, il faisait un suivi de moi, tous les 6 mois. 6 mois, 12 mois, enfin ça a dépendu, mais du coup au UK, c'était très processé la manière dont il m'accompagnait pour mon départ en Chine. Il y avait aussi des écrits. Donc c'était pas seulement au moment du départ où ils avaient des process, mais moi j'avais de la documentation. Donc tout ça, je le garde en tête. Et maintenant, ça fait partie de ce que j'ai établi. Des process bien robustes, bien clairement pensés pour couvrir l'essentiel des situations. Des documents que je remets à mes salariés pour que forcément ils vont avoir d'autres questions plus tard. Tout vient pas quand tout est nouveau, ça, avec plein de choses. Donc, d'avoir des documents sur lesquels s'appuyer, ça permet de mieux comprendre à froid quand on relit. Donc, ça peut être des emails, ça peut être des documents, des PowerPoint, mais des choses que je leur envoie et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et puis, quand j'étais en Chine, alors là, j'avais un wellness officer. Quelqu'un qui s'occupait officiellement de mon bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Eh bien, il était responsable de mon introduction sur le campus, puisque j'étais sur un campus universitaire en tant qu'enseignante, et j'y habitais. Mais il était aussi responsable de ma vie sociale, de s'assurer que je ne sois pas toute seule, que je ne m'ennuie pas. D'où les fameuses invitations 10 minutes avant de manger, au cas où je serais toute seule, parce que c'est quand même un accident social d'être tout seul en Chine. Donc c'est pour ça que c'était important pour eux qu'il y ait quelqu'un qui s'assure que je ne sois pas toute seule. Moi, ça m'étouffait pour finir.
Mais pour eux, c'était le minimum qu'ils devaient faire d'assurer que je ne sois pas toute seule. Ils s'assuraient aussi, par exemple, de la livraison de ma bouteille de gaz, que je tombe pas en panne de gaz, parce que c'était pas du gaz naturel qui arrivait par les tuyaux de la ville, c'était la bouteille qu'on transporte au 3e étage et qu'il y a quelqu'un qui vient changer, ou mes bonbonnes d'eau, le paiement de ma facture de téléphone. Alors, c'est pareil, la facture de téléphone, moi n'étant pas avertie, que c'était lui, il était en charge, donc la première fois il a fait, puis après il s'est dit Aline va me dire. Sauf que lui, il n'a pas pensé à me dire que la facture de téléphone, elle se matérialise pas en Chine, à l'époque, par un courrier qui arrive dans ma boîte aux lettres. Elle se matérialise par un coup de fil automatique. Donc moi, je recevais des coups de fil automatiques en chinois. Je comprends rien, je raccroche. Au bout du 3e coup de fil, j'ai plus de ligne téléphonique, ils ont coupé. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et forcément, lui, il a compris, il m'a dit « mais non, mais c'est qu'on n'a pas payé ta facture, parce que tu nous as pas dit que tu avais les coups de fil. » Mais moi, j'ai pas dit parce que je savais pas. Donc en fait, le rôle de ce wellness officer était vraiment l'huile dans les rouages. Donc là, il y a eu une petite coquille. Mais finalement, c'est une toute petite coquille parmi beaucoup que j'aurais faites si j'avais été toute seule confrontée à tout ça. Donc en fait, le rôle de ce wellness officer, je l'ai importé dans ma manière de gérer aussi mes expatriés et mes impatriés, parce que je trouve que c'est tellement l'huile qui est absolument nécessaire au quotidien. C'est plein de petites choses, et puis on se rend compte que dans chaque pays, parce que c'est marrant, ça me fait penser au Mozambique, où pour payer l'électricité, il fallait aller à la station-service, ce qui me paraissait complètement fou. Mais donc c'est marrant parce que chaque pays a vraiment une spécificité, et si personne nous le dit, voilà, coupure d'électricité, bien sûr. Et là, je me dis finalement, quand on est bien accompagné, eh bien, les frustrations pour le salarié ou pour le conjoint sont beaucoup moins impactantes. Il y a beaucoup moins de frustrations, elles durent beaucoup moins longtemps. Ils ont moins le sens d'être complètement perdus, abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un système qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils apprennent à le comprendre plus vite, ce fameux système nouveau. Et puis, ils s'installent du coup plus vite dans leur nouvel environnement. Donc en France, s'ils arrivent en France, ou le Français qui part au Brésil, il s'installe plus vite dans son nouveau système, et ça lui permet de mieux profiter de l'expérience d'expatriation. Parce que c'est quand même une belle expérience. Oui. Et je pense aussi qu'ils se sentent plus accueillis. Parce qu'on oublie souvent l'accueil, mais l'accueil, vous avez parlé du wellness officer, moi je trouve que c'est un accueil formidable, c'est un très bon exemple Et nous, ce qu'on voit chez les conjoints qui viennent, et les expats qui viennent chez Absolutely Friends, c'est le sens de l'accueil qu'ils aiment beaucoup chez nous aussi. Et je pense que c'est exactement ce que vous faites en faisant ça, en fait. C'est les accueillir quelque part aussi. Prendre soin d'eux. Exactement. On prend soin d'eux, et je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire quand ils renoncent à beaucoup de choses dans leur pays, à leur carrière, pour les conjoints, à leur famille, parce qu'ils vont les voir 1 ou 2 fois dans l'année, ils vont rater des anniversaires, des mariages, des enterrements, ils vont rater beaucoup de choses. Donc ils font beaucoup de sacrifices pour pouvoir se mettre au service de la société qui les fait venir en France, ou qui les fait partir à l'autre bout du monde. Donc je me dis, c'est quand même la moindre des choses de s'occuper d'eux. Bien sûr. Et alors, comment vous arrivez à faire ça pour chaque pays? Comment vous avez fait un process, j'imagine, pour que... Tout à fait. Tout à fait. Donc moi, en tant que responsable mobilité basée en France, je suis responsable de l'accueil de ceux qui viennent en France pour mon périmètre. Mais si j'envoie un Français, on va dire au Brésil par exemple, eh bien il y a une équipe Saint-Gobain Mobilité Internationale Amérique latine qui va être responsable de gérer l'accueil. Donc si c'est quelqu'un qui arrive au Brésil, ils vont le faire eux-mêmes. Si c'est quelqu'un qui arrive en Équateur, il n'y a pas d'équipe mobilité en Équateur, mais du coup, ils vont donner toutes les consignes nécessaires à une équipe locale en Équateur. Ça peut être le RH, ça peut être l'équipe du manager, ça peut être les personnes qu'ils estiment les mieux placées sur place pour faire un accueil qui permette aux salariés français de se sentir accueillis. Donc chez Saint-Gobain, on est assez décentralisé, et du coup, on a une équipe centrale en France qui gère pour l'accueil en France, mais elle n'est pas centrale pour le monde. On a une équipe en Amérique latine, une autre en Amérique du Nord, une équipe en Inde, une équipe au Moyen-Orient, une équipe en Extrême-Orient, une équipe en Afrique, dans les Nordiques, en Europe, en pays germanophones. Enfin, on a beaucoup de morceaux de mobilité internationale qui sont représentés partout, avec des gens qui font le même métier que moi au niveau technique, les calculs de package, les contrats et tout ça. Donc c'est le même métier que moi, mais ils sont responsables de leur zone pour ce qui concerne les personnes qu'ils accueillent. Donc moi, quand j'envoie un Français au Canada, c'est l'équipe Amérique du Nord qui va gérer l'accueil du Français. Moi, je vais gérer la sortie de France du Français. Par contre, je serai beaucoup plus
impacter sur l'accueil de tous ceux qui arrivent, qu'ils arrivent d'Amérique latine, d'Inde, d'Australie ou d'ailleurs. Ouais, c'est très intéressant. C'est une très bonne idée d'avoir. Et c'est là qu'on voit que l'expérience passée sert l'expérience présente, en fait. Chacun accueille en fonction du contexte dont il est l'expert. Oui, complètement. Oui. Et tu as aussi parlé, quand on a préparé cette rencontre, tu as aussi parlé du Welcome Coffee que vous faites. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ah, tout à fait. Le fameux Welcome Coffee. Le Welcome Coffee, c'est un café. Ouais. Mais en fait, c'est surtout une réunion. Comme j'ai été accueillie en Chine avec quelqu'un qui faisait mon suivi, alors c'est quelquefois depuis le UK, quelquefois depuis l'équipe basée en Chine de mobilité internationale, mais j'avais un suivi. Donc la personne était basée à Pékin ou à Londres, donc ils étaient loin, moi j'étais dans le sud de la Chine, mais j'ai trouvé que c'était très pertinent. Ça permet de voir au fur et à mesure, ou même d'anticiper les problèmes qui pourraient surgir. Et donc j'ai retranscrit cet accueil que j'avais eu sur mes process pour accueillir les gens en France. Je le commence même dès le moment où une famille va faire sa visite de reconnaissance. Quelques mois avant le début d'une mobilité, ils peuvent venir en France pour quelques jours pour inscrire les enfants à l'école, se rendre compte du marché locatif à Paris, par exemple, s'ils sont basés à Paris. Et je profite de leur visite en France, la pré-visite, on va dire, avant la mobilité, pour déjà faire un café d'accueil. Avec le conjoint de préférence, le salarié plus le conjoint. Si les enfants sont là, ils viennent aussi, ils viennent à la Tour Saint-Gobain, puis on fait une belle visite de la tour, ils sont contents. Et puis, ça me permet de rencontrer toute la famille. Et le conjoint, c'est important de le rencontrer à ce moment-là parce qu'après, ce sera rare en fait. Une fois que le salarié il est arrivé, la tour représente le lieu de travail. Avant, c'est pas encore le cas. Et le conjoint, il est important dans cette réunion parce qu'il a des questions différentes du salarié. Le conjoint voit déjà cette mobilité sous un angle différent. Il se pose des questions sur qu'est-ce qu'il ou qu'elle va faire pendant ces quelques années en France, quelles sont les possibilités, et beaucoup de choses finalement sur tout ce qu'on disait sur l'huile dans les rouages. Donc je trouve que c'est important de les rencontrer. Je fais ça autour d'un café parce que c'est beaucoup moins impressionnant que de faire ça autour d'une table de réunion et à la table entre eux et moi. Donc je mets 1 heure dans nos agendas respectifs et donc il y a pendant la visite de reconnaissance. Ensuite, au moment où le salarié arrive en début de mission, la famille se retrouve dans un logement temporaire ou déjà définitif et le salarié est déjà en poste à la tour ou sur un autre de nos sites Saint-Gobain. Et dans les 2 semaines maximum, je fais en sorte de le rencontrer, ce salarié, à nouveau pour faire un point sur son arrivée. Ça me permet d'identifier déjà ce qui a bien marché, de vérifier que les choses qui étaient mises en place ont bien été mises en place, et puis que ça roule. On ne sait jamais. Il y a peut-être déjà des choses qui se sont moyennement passées et il n'aurait pas forcément l'audace, c'est pas de l'audace, il viendrait pas forcément m'en parler. Un petit peu peur parce que je représente encore un peu les RH. Donc, je fais ce café d'accueil pendant 1 heure. Ça permet autour du café, de parler. C'est plus informel que d'être dans cette salle de réunion. Et du coup, je vérifie des choses toutes simples comme est-ce que vous avez déjà ouvert votre compte bancaire ? Est-ce que vous avez trouvé votre logement définitif ? Est-ce que le cheminement de visa vers titre de séjour pour vous est déjà clair ? Donc, je récapitule les différentes étapes qui vont arriver, en plus de qu'est-ce qui s'est déjà passé. Comme ça reclarifie. Ouais. Ils sont déjà un pied dedans, donc maintenant, il faut faire le pas d'après. Donc, c'est plus facile de revenir dessus au début. Ça, c'est dans les 2 premières semaines. Je refais une autre réunion. Toujours café de suivi. Ça peut être déjeuner aussi, de temps en temps, à la cantine de la Tour. De suivi au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis 12 mois. Je me dis comme ça, si j'ai fait au bout de 2 semaines, je vais pas refaire au bout d'1 mois, parce que je me dis, je ne peux pas être sur son dos non plus. Ouais. Mais après, on va mettre en place un rythme 3 mois, 6 mois, 12 mois. Pour moi, c'est mon process. Au bout de 12 mois, ils sont insérés. Normalement, s'il n'y a plus de gros cailloux dans la chaussure, mais s'il y en a, je ne vais pas hésiter à refaire un suivi, mais je vais pouvoir l'anticiper. Ça permet à la fois de les rassurer,
de les épauler au fur et à mesure des process, parce qu'ils ont beaucoup de consultants finalement. Il y a le consultant de relocation, le consultant fiscal, le consultant en immigration qui va faire la sécurité sociale. Ils vont avoir ma collègue qui gère l'immobilier, donc ça fait beaucoup de monde. Donc en fait, je me positionne comme un ancrage pour eux. Oui, si jamais ils ont un problème, c'est là qu'ils... Ils ont aussi leur RH et leur manager. Enfin, il y a beaucoup de monde en interne, en externe. Donc, du coup, j'essaie d'être une figure visible pour eux. Et s'ils savent plus à qui s'en remettre, ils savent que de toute façon, ils s'adresseront à moi. Et j'arriverai à leur dire qui va être la bonne personne ou leur solutionner le sujet. Donc, c'est ça le sujet des cafés d'accueil. Ouais. Donc, on me voit beaucoup à la cafette. Il va y avoir certainement des collègues qui se disent « Mais elle boit beaucoup de café. Elle ne boit que du café !» Donc, quand je suis en télétravail, je travaille beaucoup plus sur la technique, l'administratif. Mais quand je suis à la tour, je profite des moments d'être à la tour pour rencontrer les impatriés, parce que je trouve que c'est absolument essentiel de se rencontrer. Oui. Moi, je suis entièrement convaincue. Et ça fait gagner du temps derrière. Oui. C'est qu'en fait, on se dit, ça va prendre du temps. Mais en fait, ce temps, il est rentabilisé très vite, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui ont mis ça en place et qui se sont rendus compte de l'effet après. Mais pour moi, nous aussi, on fait un café découverte très important chez Absolutely French. Et ce temps-là où on parle vraiment des besoins de la personne, etc. Oui. Et puis, on crée du lien très fort. Alors, on crée du lien. Donc, pour eux, c'est important. Déjà parce que le salarié, quand je lui fais, là, j'ai plus le conjoint. C'est souvent que le salarié quand il est arrivé en poste. Pour le salarié, c'est important parce que déjà, il se sent écouté. Ah, complètement. Même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de difficulté, même s'il a bien compris, il se sent écouté, pris en compte. Et déjà ça, c'est la base, c'est très important. Et puis, c'est l'occasion pour lui de poser des questions que sinon, il est dans le train-train de son poste et il va remettre à plus tard. Ça les rassure souvent. Et puis, c'est l'occasion pour eux de recevoir de l'information importante au bon moment. Parce que je peux envoyer 20 pages d'informations. Ils ont un guide d'accueil en France que je leur envoie, mais qui fait beaucoup de pages et honnêtement, ils vont pas le lire. Ou alors, ils vont le lire au bon moment une fois qu'ils auront eu l'obstacle. Donc, je leur amène, pour eux, c'est important d'avoir au bon moment. Et puis, pour moi, donc ça permet de vérifier que les choses se passent bien, comme on en a parlé, et aussi de leur rappeler les prochaines étapes, mais surtout, pour moi, d'identifier, d'anticiper sur les obstacles à venir. Que eux ne voient peut-être pas encore. Oui. Mais quelquefois, ils peuvent me dire des choses où je me dis, oh là là, ça risque de prendre de l'ampleur quand un salarié me dit, non, mais ma femme, tout va bien, elle reste à la maison, et puis on sort le soir quand j'arrive pour prendre le métro ensemble. Pour moi, ça, c'est un red flag. Je me dis, la conjointe n'est pas autonome et ça fait déjà 8 semaines qu'ils sont arrivés. Lui, il n'a pas identifié le problème, il me dit, tout va bien. Elle m'attend, on fait les choses ensemble, elle est heureuse, elle est épanouie parce qu'elle est encore dans la nouveauté. Mais la nouveauté, elle va plus être nouvelle longtemps. Si ça fait déjà 8 semaines qu'ils sont là, peut-être qu'elle commence déjà à ronger son frein dans son coin, qu'elle a encore rien dit, mais que le problème est imminent. Donc ça, je peux identifier en faisant des cafés de suivi. Bien sûr. C'est intéressant. Alors, le temps passe, donc on va. Est-ce que tu peux me dire quels sont pour toi les premiers? Donc là, tu as parlé d'un exemple très concret. Je trouve ça très bien parce que c'est vrai que nous, c'est toujours les points de signe. C'est si on voit plus les expats ou les conjoints ou si tout d'un coup il n'y a plus de nouvelles. C'est toujours un petit signe que ça va pas. Vous les voyez. Moi, je les vois pas, les conjoints. Par contre, si j'ai l'expat qui me demande de plus en plus souvent des points de suivi, des cafés avec une question, je suis toujours très ouverte avec mon agenda. Il n'y a pas de souci, on se cale une demi-heure dans mon agenda à ta voix. Mais si je vois que les questions, elles reviennent tous les mois, puis tous les 3 semaines, puis tous les 15 jours, là, je me dis, il y a autre chose. Oui, bien sûr. C'est un bon... Alors, quels sont... Donc, on parle des premiers signaux qu'une expatriation ne peut pas fonctionner. Je pense que là, tu en as donné quelques exemples. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient alerter sur le fait que l'expatriation se passe pas très bien? Alors, j'ai un exemple sur quand on manque de vigilance. Et ça m'est arrivé une fois
un biais de culture. C'est Ouais. terrible. Quand j'y repense, c'est absolument terrible parce que je me dis, je devrais être équipée pour anticiper ce genre de choses et je suis tombée à pieds joints dans un biais culturel. C'est un jour, je faisais le call, le tout premier call avec un salarié indien qui allait venir en France dans 6 mois à peu près avec sa famille. Donc là, c'était le tout premier call. Donc j'essayais de comprendre le contexte et je lui ai demandé, et votre épouse, est-ce qu'elle travaille? Ce à quoi il me répond du tac au tac, non, elle est à la maison. Et moi, dans ma tête, j'ai fait un biais culturel énorme de me dire, bon, bah, conjointe indienne, elle est à la maison, il y a un petit garçon de 7 ans, donc elle s'occupe de son garçon. Je me suis pas posé plus de questions. Et en fait, si j'avais creusé, le salarié, lui, ce qu'il était en train de me dire, c'est que là, en ce moment, elle était à la maison parce qu'elle attendait le 2e bébé. Et en fait, elle était en congé maternité, mais c'était une femme qui travaillait à l'extérieur. Et donc, tout ce que j'ai raté, je m'en suis rendu compte après, quand ils sont arrivés en France, parce qu'au bout de 4-5 mois, il me dit: «C'est désastreux, ma femme, elle a les 2 enfants sur les bras, elle a plus de temps pour elle peut pas retravailler», et j'ai commencé à retravailler. Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas été creusée assez profondément. Et si j'avais creusé, je me serais rendu compte que là, on accueillait en France une épouse qui travaillait, une épouse qui avait du support familial pour s'occuper des enfants en Inde et que là, elle se retrouvait toute seule. Et si j'avais anticipé tout ça, j'aurais mis d'autres supports comme par exemple un consultant pour l'aider à trouver une crèche ou bien lui expliquer déjà dès le démarrage qu'elle pouvait mettre ses enfants en, comment ça s'appelle, les crèches minutes là par demi-journée. Excusez-moi, j'ai oublié le mot. Oui, je veux que les gens comprennent tout à fait. Permet de se délester pendant une demi-journée pour aller chez le docteur, chez le dentiste, chez le gynéco, enfin tout ce qu'on a à faire. Passer les entretiens d'embauche. Voilà, passer les entretiens d'embauche, faire les cours de français, aller chez Absolutely French pour cultiver son réseau social et commencer à s'insérer. Et en fait, cette épouse-là, je ne lui ai pas fourni tout ça par manque d'anticipation, parce que je n'ai pas posé les bonnes questions au démarrage. Alors ça, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Et du coup, j'ai ajouté des couches dans mon process au démarrage. Sur le premier call, je creuse beaucoup plus le sujet de la conjointe, parce que bizarrement, je suis convaincue que si ça avait été un conjoint, je me serais pas contentée de me dire le conjoint, il reste à la maison. C'est terrible de se dire ça. Oui, c'est des biais. Mais j'en ai appris quelque chose. Nous, on a eu ça, et ça me fait penser à quelque chose qu'on a eu aussi chez Absolutely French, où nous, on demande toujours, quand ils arrivent, est-ce que vous voulez travailler? Et en fait, cette question, elle est un peu piège, parce que quand ils arrivent, ils parlent pas français, ils sont pas intégrés, et tout ça, et donc ils peuvent dire non. Et en fait, une fois qu'ils ont fait la formation, qu'ils sont intégrés, etc., tout d'un coup, ils veulent chercher un travail. Et du coup, c'est aussi un biais où on se dit, bah, ils me disent non. En fait, c'est que eux, ils se voient pas, ils ont pas confiance en eux dans ce pays. Ils ont pas de réseau, donc ils se voient pas travailler. C'est vrai. Donc il y a aussi ça qui nous, on s'est remis en cause. Voilà, la même chose sur quand ils nous disaient ça, non, je veux pas travailler. En fait, on peut pas, on ne classifie plus je veux pas travailler ou je veux travailler, parce qu'en fait, ils peuvent toujours, au bout d'un moment, se dire, bah, finalement, j'ai une opportunité, j'ai envie. Voilà. Tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça peut toujours évoluer suivant leur vie aussi et leurs envies. Donc c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a les mêmes ressentis dans quel que soit notre métier, on n'est jamais sûr de rien, finalement. Et moi, je me dis, quand je demande aux salariés, j'ai aussi pleinement conscience maintenant que le salarié n'a pas toujours conscience du niveau ou de frustration ou de besoin du conjoint qui reste à la maison. Ou quelquefois, il en a conscience, mais il minimise en se disant non, mais ça va aller. Moi, si on me dit ça va aller, ce que j'entends, c'est ça va pas. Maintenant, je le traduis comme ça. Mais le salarié ayant tellement peur que ça n'aille pas et que finalement il y ait des conséquences, parce que moi ce que j'en retire, et c'est aussi pour ça que je prends beaucoup soin de faire les cafés de suivi et de poser beaucoup de questions sur comment va la conjointe, je vais dire conjointe par défaut de langage, comment va votre conjointe, est-ce qu'elle a commencé ses cours de français, est-ce qu'elle les continue, est-ce qu'elle a des amis, est-ce qu'elle sort un petit peu en dehors de s'occuper des enfants, est-ce qu'elle a une activité, un hobby, quelque chose. Je creuse. Je tourne pas autour du pot, mais je creuse, parce que je pense que le salarié, lui, il est occupé.
Il est occupé au travail et si l'épouse fait comme si tout allait bien, il peut ne pas s'en rendre compte pendant très longtemps. Pour autant, le jour où l'épouse ne va pas bien, et c'est aussi l'enjeu qu'il y avait sur cette famille indienne où tout d'un coup, le salarié a demandé un café en urgence, une réunion en urgence, en me disant Aline, j'ai un problème, mon épouse veut repartir en Inde avec les 2 enfants. Et là, alors eux, ça leur cause vraiment un problème au niveau familial, bien entendu, si madame repart à 5000 kilomètres et puis lui, il est là. Mais moi, ce que je comprends surtout, c'est que lui, il va pas rester là. Il va pas avoir sa famille qui repart et rester là pendant 2 ans, 3 ans tout seul. Donc, il va repartir. Donc, en Inde, Saint-Gobain ne l'attend pas tout de suite. Donc, ils n'ont pas forcément de poste disponible et adapté pour récupérer les compétences qu'il a accumulées en Oui, France. bien sûr, c'est énorme au niveau. Nous, en France, tout d'un coup, on se retrouve sans directeur d'usine. Parce qu'il était directeur d'usine, ce monsieur-là est supposé être là pour 3 ans, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, il y a vraiment des conséquences business aussi qu'il ne faut pas minimiser. Et du coup, est-ce que si tu avais un conseil, parce qu'on va être sur la dernière question, à donner aux responsables mobilité aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, prenez en compte toute la famille. On se dit qu'on est très occupé avec le salarié parce qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire en termes de contrat, en termes de paye, toute la technicité de la mobilité internationale. Oui. Mais c'est une famille. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est prenez en compte toute la famille, à commencer par le conjoint le plus tôt possible. Donc, quand on a le plaisir et le loisir de pouvoir le faire dès le voyage de reconnaissance, pour moi, c'est l'idéal. Parce que le conjoint, il sait qu'il n'est pas tout seul et qu'il peut demander parce qu'il me connaît s'il m'a rencontré. Et ce conjoint, comme je le disais tout à l'heure, va poser des questions sous un angle différent. Donc, pour moi, c'est prendre en compte le conjoint aussi bien que le salarié et le plus tôt possible. Oui, super, très bien. Je suis entièrement d'accord. Merci. Alors, j'ai des questions, mais je les vois pas encore, elles vont apparaître. Ouais. Donc, en attendant, hem, qu'est-ce que tu peux si tu avais un conseil à donner, à un expat qui arrive dans un nouveau pays, qu'est-ce que ce serait? Un expatrié étranger qui arrive en France. Ou peu importe, pour moi, c'est assez. Moi, j'aurais tendance à dire, à suggérer de ne pas rogner sur la préparation ou les formations que l'employeur offre. J'ai un certain nombre d'exemples de salariés qui me disent: «Non, non, mais j'ai pas besoin de la formation culturelle pour aller en Allemagne, de toute façon, j'ai pas le temps». Mmh. Et en fait, Ouais. la marche est toujours plus haute qu'on ne le pense, encore plus quand on n'est pas assez préparé. Ce que je vous disais sur l'Allemagne, qui est une culture très explicite, il y a pas que ça. Il y a toute la relation au management, tout ce qu'on doit faire ou on doit ne pas faire, ou on peut dire ou ne pas dire si on n'est pas préparé, eh bien, on met beaucoup plus longtemps à s'habituer aux choses et à être vraiment inséré dans son milieu et finalement, ça se reporte sur des pertes d'opportunités en termes de business. Donc si l'employeur prend la peine et à budgéter pour des formations, moi j'aurais tendance à dire, ne rognez pas dessus, prenez le temps. C'est une opportunité, pas une contrainte. Alors, j'ai une question. Comment évitez-vous de généraliser votre propre expérience, sachant que chaque expatriation dépend énormément du pays, du contexte et de la situation familiale? Ah, ne pas projeter ma propre Ouais, expérience ouais, sur ce que vont ouais. vivre les autres. Je pense que vous avez l'expérience quand même. Oui, j'ai l'expérience, mais j'ai mon expérience. Ouais. Et clairement, quelqu'un qui va aller en Allemagne n'aura pas la même expérience que moi, Ouais. même si je suis passée par l'Allemagne Ouais. aussi. Eh bien, c'est là que Saint-Gobain a une vraie force, c'est d'avoir décentralisé les accueils, Mmh. parce que moi, je vais pouvoir faire profiter mon salarié français qui va partir en Allemagne de mon expérience. Je vais lui en parler librement. S'il me demande certaines choses, je vais lui dire si je peux, mais je vais surtout aussi le référer à mes collègues en Allemagne, Mobilité Oui. Internationale, qui eux vont connaître un panel beaucoup plus large d'expériences d'impatriés vers l'Allemagne, qui sont pour eux des impatriés, je veux Oui. dire, parce qu'eux, ils ont vu, de par leur côté professionnel, d'autres expériences du point de vue du gestionnaire de mobilité. Mmh. Oui, oui. Très intéressant. Hem, alors, ça va être la dernière question parce que le temps file. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir entre 2 postures? Entre, le rôle d'expatrié que vous avez pu avoir et votre rôle actuel?
de RH, de soutien? Hem, Pas franchement, je dirais. Ouais. Je peux pas me dire que je me sens entre 2. Par contre, je ressens beaucoup d'empathie. Je pars du principe quand quelqu'un me demande quelque chose comme étant un besoin pour lui, je pars du principe que c'est pas exagéré. S'il a pris la Mmh. peine de prendre un rendez-vous avec moi pour me parler de ce besoin, le RH ou le gestionnaire du budget va certainement trouver que c'est trop cher. Mmh. Quelle que soit la demande. Mais du coup, si le salarié est venu me demander quelque chose, par exemple un accompagnement pour trouver une crèche, parce qu'on n'avait pas anticipé Oui. ça, ou il y a un bébé qui vient de naître pendant la mobilité, et même si nos RH font un travail remarquable pour avoir des partenariats avec des crèches, si le salarié vient me voir, c'est que il y a un besoin et c'est pas exagéré en fait. Mmh. Donc c'est plus mon côté empathique qui va me permettre de relier à mon expérience personnelle et de me dire bon, de faire la part des choses entre est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est le signe d'un mal-être qui ressort par la demande. Donc je me sens pas vraiment entre les deux, j'aurais plus tendance à dire je suis plus entre les deux, entre les demandes et les budgets. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus des choses à arbitrer Oui. parce que c'est beaucoup Et plus comment on concret. défend cette demande, à la personne qui va gérer le budget? Comment Oui. Donc la manière pour moi d'anticiper ça, c'est de budgéter un panel assez large de besoins qui pourraient émerger. S'ils émergent pas, eh bien la personne au budget sera très contente d'avoir Oui, eu il moins vaut de mieux. factures. Mais si les anticipations que j'ai eues se sont vraiment révélées, Oui. eh bien on n'aura pas de surbudget ou de demande de rallonge de budget parce que finalement j'avais anticipé suffisamment. Ouais, c'est une bonne stratégie. Très bien, super. Merci beaucoup pour Je t'en prie. cette rencontre, ce talk toutes les deux. C'était très intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses en face de nous. Alors, juste pour rappeler à tous, je le dis à chaque fois, mais les conjoints d'expatriés sont des talents. Ne l'oubliez pas, vous ne faites pas bouger un seul talent, vous en faites bouger 2. Et il faut bien les accompagner correctement pour que l'expatriation fonctionne. Hem et hem et c'est très intéressant de voir, des personnes de la mobilité internationale qui comprennent tout à fait, qu'on est en train de déplacer des humains et non pas juste, faire de la logistique, et ce côté-là aussi, c'est très important, pour nous. Merci beaucoup Aline et le prochain épisode, c'est, le 7 mai sur LinkedIn en live et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur, la plateforme YouTube et sur tous les sites de podcast. Merci beaucoup. Merci Bonne Armelle. journée. Au revoir. Au revoir.